Salut à tous, aujourd'hui je suis très content de réaliser cette vidéo puisqu'on va parler de mon tout nouveau boîtier principal, le Sony A7 IV. C'est le tout dernier boîtier de la gamme Alpha de chez Sony, son prédécesseur étant le Sony A7 III qui reste d'ailleurs encore aujourd'hui une référence. Comme tu le sais sûrement, avant je réalisais mes vidéos avec un Lumix S5, j'en étais super content, mais il y avait quand même 2-3 trucs qui m'énervaient, notamment l'autofocus, bon après on connaît Panasonic, et surtout le parc optique qu'on a chez Lumix qui est quand même assez limité, et surtout très cher. Et bien cet A7 IV il reprend un petit peu tout ce que j'aime et dont j'ai besoin. On a même des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur les boîtiers haut de gamme de chez Sony, donc l'A7 III et l'Alpha One. Bref, cet appareil ça fait maintenant un mois que je l'utilise, j'ai eu le temps de bien le prendre en main. Dans cette vidéo on va voir ensemble les caractéristiques, les nouveautés, on fera tout du long des tests et en fin de vidéo je vais te donner mon avis, est-ce qu'il faut l'acheter finalement ou pas encore. Commençons par son design, il reprend les codes des derniers boîtiers Sony, donc on a une ergonomie qui franchement est excellente, en tout cas elle me convient parfaitement, il tient bien en main, les boutons ils sont parfaitement sous le pouce et on sent vraiment quand on clique dessus. Sur l'A7 III par exemple, ils n'étaient pas trop ressortis, notamment le bouton FN, ce qui était autrefois la molette de correction d'exposition et qui franchement ne servait pas à grand chose, et bien là ils l'ont changé par une molette entièrement personnalisable et lockable. Donc moi j'ai attribué les ISO, mais tu peux mettre la balance des blancs, ça marche très bien. Et la deuxième nouveauté, c'est sur la molette des modes. Autrefois on avait une seule et unique molette pour pouvoir passer du mode photo à vidéo et mode personnalisé, etc. Et bien là ils ont mis quelque chose de franchement intelligent, c'est une sous-molette qui permet facilement avec l'index de changer du mode photo à vidéo et SNQ. Non seulement c'est plus rapide et pratique, mais ça permet également d'avoir 9 modes personnalisé. Le mode 1, 2, 3 en photo, mais également en vidéo et en SNQ. Pour le reste des boutons, globalement, c'est la même chose. On a toujours notre petit bouton REC sur le dessus, ainsi que les 15 boutons personnalisables tout autour du boîtier. Le viseur, il est dans le haut du panier. C'est un viseur de 3,69 millions de points avec un rafraîchissement à 120 images secondes. Alors ce n'est pas le meilleur viseur, mais franchement, il est vraiment bon et j'ai trouvé qu'il était très agréable à utiliser, même si c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Et puis l'écran, là forcément j'en suis super content puisqu'ils ont enfin mis un écran 180 degrés tactile, ça c'est très pratique. Mais ce qui me choque le plus, c'est que sur l'A7 III, en dehors du fait que l'écran n'était pas retournable, il était quand même assez blanchâtre et de pas très bonne qualité. Là ça n'a rien à voir, les couleurs sont justes, il est lumineux et le tactile fonctionne bien. Dans la continuité, les menus, c'est ce qui était très critiqué sur les anciennes générations, et là on a les nouveaux menus Sony, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus lisible, on a des petits logos, des petites couleurs, on a la possibilité de faire un menu personnalisé, bon ça c'était déjà sur la C3 mais c'est toujours là, mais de toute manière les menus tu vas pas forcément y aller beaucoup puisqu'on a énormément de boutons personnalisés sur le boîtier, je te l'ai dit, on a le petit bouton FN avec le sous-menu, donc forcément il n'y aura pas besoin d'y aller beaucoup. Les batteries ce sont toujours les mêmes et heureusement puisqu'elles sont excellentes. Alors tout dépend de ton utilisation, mais en photo tu peux sans problème tenir une journée et en vidéo en 4K 25 422 10 bits j'ai pu tenir 2 heures sans aucun problème de surchauffe. Concernant les slots SD, bien sûr on en a deux. Le premier est compatible SD UHS 2 mais également CF Express de type A. Ce sont des cartes SD qui peuvent atteindre de très hauts débits mais malheureusement elles sont pas très courantes et surtout très chères. Et le deuxième slot sera uniquement SD UHS 2. Et de l'autre côté, les connectiques, on va retrouver le classique, à savoir une prise casque et micro, du micro USB et de l'USB-C et une prise HDMI full size. Ça c'est un très bon point positif puisque à chaque fois les câbles micro HDMI ça finit par casser au bout de 2 mois. Passons au capteur, on est toujours sur un capteur full frame mais de 33 millions de pixels. Et ça c'est vrai que j'ai tout de suite remarqué et je pense que c'est un bon compromis puisque ça va te permettre de pouvoir recadrer tes images sans trop perdre en qualité. Mais alors qu'est-ce qu'il en est de la montée en ISO? J'ai fait mes propres tests et effectivement la montée en ISO de l'A7 IV est meilleure que l'A7 III. Sony est réputé pour ça et c'est vrai que ça n'a pas raté puisque la gestion du bruit est bien meilleure. Donc en définitive on se retrouve avec un capteur 33 millions de pixels mais avec une meilleure montée en ISO. Finalement on n'a pas de compromis.
Et finalement, si je récupère ce même plan filmé à la 7 IV à 51200 ISO, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de bruit dans les zones sombres. Mais si j'ajoute un denoise, en l'occurrence sur DaVinci Resolve, eh bien on peut voir que même à 51200 ISO, c'est quand même vraiment propre. Concernant la colorimétrie, tout le monde le sait, sur l'A7 III qui me filme d'ailleurs actuellement, on avait une teinte qui tirait vraiment vers les magenta. Et puis au fil du temps, avec les différents boîtiers qu'a sorti Sony, la colorimétrie n'a fait que s'améliorer. Et sur cette A7 IV, ça pareil, c'est quelque chose que j'ai tout de suite remarqué. La colorimétrie paraît vraiment naturelle, les couleurs sont vraiment belles, que ça soit sur de la teinte de peau par exemple ou sur des paysages, c'est vraiment beau. En photo, malheureusement, on retrouve toujours une rafale qui monte à 10 images secondes. C'est un petit peu juste pour un boîtier comme celui-ci, ils auraient pu mettre 15, ça aurait pas fait de mal. Et surtout, 10 images secondes, c'est le maximum, mais si tu veux faire une rafale en RAW non compressée, eh bien on tombe rapidement à 6 images secondes. C'est vraiment dommage. Après, l'avantage, c'est que l'on bénéficie d'un des meilleurs autofocus sur le marché. Donc finalement, on aura très peu de photos ratées ou floues. Si je devais choisir entre un appareil qui monte à 15-20 images secondes, mais avec un autofocus qui est vraiment pas terrible, on a beaucoup de pertes, et cette A7 IV qui monte à 6-10 images secondes, mais on a très peu de pertes, eh bien je préfère la A7 IV. Concernant le buffer, avec des cartes SD UHS-2 qui montent à 250 mégabits en écriture, en RAW, j'arrive à faire une rafale de 45 images avant d'avoir des ralentissements. En revanche, en JPEG, j'ai fait une rafale de plus de 100 images sans aucun ralentissement et encore j'aurais pu continuer. Ça c'était avec des cartes en UHS-2, mais pour ce qui est des cartes CF Express de type A, je t'en ai parlé tout à l'heure, eh bien en fait le buffer il est quasi inexistant. Tu peux faire des rafales en RAW à l'infini sans aucun ralentissement. En vidéo cette fois-ci, c'est ce qui va m'intéresser le plus. Déjà, il faut savoir qu'on n'a pas de limite d'enregistrement ni de surchauffe. On va pouvoir faire de la 4K25 et 422 10 bits en interne, de la 4K50 422 10 bits. Attention cependant, à cette cadence-là, on aura un léger crop de 1,5 fois. Ça va gêner plus ou moins en fonction des utilisations. Mais ce qu'il faut mentionner par contre, c'est que cette 4K50 ne génère aucun problème de surchauffe. En slow-mo cette fois-ci, on va pouvoir monter à 120 fps en Full HD. En termes de profil d'image, ce boîtier hérite du Cinetone issu des caméras cinéma de chez Sony, mais également du S-Log 3 qui est l'un des meilleurs logs du marché. Concernant la 4K dont je t'ai parlé, il faut quand même préciser que c'est de la 4K échantillonnée à partir de la 7K. C'est-à-dire que ton capteur, il va filmer en 7K et puis après, il va compresser un petit peu tout ça pour donner de la 4K et ça va donner une qualité d'image vraiment superbe. Pour les cadences et codecs les plus gourmands, il faudra forcément s'équiper d'une CF Express de type A pour pouvoir bénéficier de la meilleure qualité puisque le boîtier va monter jusqu'à 600 mégabits seconde. Concernant la stabilisation, c'est une caractéristique qui est très importante pour moi. Eh bien écoute, je l'ai trouvée plutôt bonne, mais rien d'exceptionnel non plus en stabilisation mécanique. En revanche, Sony propose une stabilisation active qui est donc logicielle. Malheureusement, on aura un crop d'environ 20%. Et là, pour le coup, la stabilisation est vraiment bonne et nettement meilleure par rapport à la 7 III. Maintenant, parlons de l'autofocus. C'est l'une des caractéristiques qui va même m'intéresser le plus, étant donné que c'est en partie pour ça que j'ai changé de boîtier. Eh bien écoute, sur cette A7 IV, on dispose de l'un des meilleurs autofocus sur le marché. Il est tout simplement excellent. Alors tu vas avoir plein de choix dans les paramètres. Tu vas pouvoir régler la vitesse de transition, choisir si tu veux qu'il fasse la mise au point sur des humains, des animaux ou des oiseaux. Malheureusement, pas de détection automatique pour les motos et les voitures, chose que fait Canon sur son R3 et qui aurait pu être intéressant sur ce boîtier pour de la photo sport. Franchement, j'ai été impressionné, même au 150-600 de chez Sigma pour de la photo sport, enfin plutôt d'oiseaux, l'autofocus il était quasi instantané, ça suivait super bien, c'était impressionnant, j'ai eu très peu de photos floues. Alors apparemment l'autofocus, même s'il est excellent, il est quand même légèrement inférieur par rapport à l'Alpha One. Sur certains sujets, par exemple des oiseaux, l'Alpha One ne lâche pas du tout, alors que cet A7 IV apparemment il aurait plus de mal. En ce qui me concerne, de ce que j'ai pu voir, même si j'ai pas fait beaucoup de tests sur les animaux et les oiseaux, eh bien ça marche vraiment super bien, même s'il détecte pas forcément l'œil, eh bien l'autofocus est toujours fixé sur le sujet. On a également la fonctionnalité Focus Tracking, ça pareil, ça marche super bien. En fait, tu as juste à toucher l'écran pour pouvoir commencer un tracking et franchement à 95% du temps ça marche super bien. Même quand le sujet n'est plus dans le cadre, quand tu reviens, eh bien généralement il le retrouve. Bref, tout ça pour dire que pour moi l'autofocus c'est totalement validé. On a d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité qui a fait son arrivée, c'est en fait l'avancée du focus picking. Ça s'appelle le Focus Map et ça va te permettre de visualiser ce qui est net ou non dans ton image à l'aide d'une carte en couleur. Donc tu vas pouvoir visualiser ton arrière-plan, ton premier plan, ce qui est net ou non. Ça c'est vraiment super pratique quand tu fais des suivis ou pour des changements de focus. Pour ce qui est de la connectivité, ça pour le coup ça a vraiment nettement été amélioré par rapport à la 7 III.
Première chose, tu vas pouvoir connecter ton boîtier en USB-C à un ordinateur et il sera directement détecté en tant que webcam. Tu vas également pouvoir le contrôler entièrement à distance, donc pouvoir changer les paramètres de prise de vue, etc. Tu n'es d'ailleurs pas obligé de le brancher par câble à ton ordinateur, ça peut également fonctionner en Wi-Fi, ça c'est vraiment génial. Et il n'y a pas forcément beaucoup de latence, hein. Connecter son boîtier à un téléphone, on le sait, ça marche depuis très longtemps, mais depuis un ordinateur, ça pour le coup c'est vraiment génial. Et donc l'application, encore une fois, ça n'a rien à voir, là où avec l'A7 j'ai vraiment beaucoup de latence et ça se connecte pas à tous les coups, c'est vraiment chiant. Avec cette A7 IV, c'est réglé. On a d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité à la même manière qu'une GoPro. En fait, tu vas pouvoir accéder à la galerie de ton boîtier même s'il est éteint. Bon bah voilà, je pense que tu sais maintenant tout sur ce boîtier, sauf le prix. Tu vas pouvoir le retrouver aux alentours des 2800 €. Alors c'est vrai que c'est quand même un sacré budget, hein. Il a nettement monté en prix par rapport à l'A7 III qui était et qui l'est d'ailleurs encore proposé à 2200 €. C'est vrai que le prix de départ est quand même assez élevé, hein. 2500 €, ça m'aurait paru un prix juste, mais là 2800, ça pique quand même un petit peu. Après franchement le boîtier est excellent, hein. Personnellement il me convient parfaitement. Pour moi, les points qui sont à retenir, ça va être tout ce qui est ergonomie, la prise en main, la personnalisation du boîtier, ça c'est excellent chez Sony. L'écran tactile et le viseur, c'est pas les meilleurs, mais ils sont excellents. 33 millions de pixels, comme je te l'ai dit, pour moi ça me paraît un juste milieu, c'est vraiment bien, ça va te permettre de recropper dans tes images pour pouvoir les recadrer. Si tu fais de la macro ou de l'animalier par exemple, c'est excellent. Et la sensibilité en ISO, pareil, est vraiment très bonne. Ensuite, l'autofocus, pour moi, c'est vraiment ce qui me hype le plus sur ce boîtier, hein. C'est sûr que quand je viens de Panasonic, ça me choque quand même un petit peu, hein. Mais bon bref, l'autofocus il est excellent en détection des animaux, des oiseaux et de l'humain, c'est vraiment top. La connectique, pour moi, il y a vraiment tout ce qu'il faut. La prise HDMI full, c'est vraiment top, hein, parce que ça évite de casser tes câbles à chaque fois. Sur du micro HDMI, ça arrive vraiment souvent. Et niveau carte SD, bah pareil, il y a tout ce qu'il faut. Alors c'est vrai que CF Express de type A, ça coûte très cher et c'est pas très courant, mais bon, au moins ça y est. Enfin, bon, il n'y a pas besoin de le préciser, mais bien sûr, le boîtier est vraiment robuste et il est tropicalisé. Concernant les points faibles, de manière générale, pour moi, ça va être en photo, la rafale qui monte seulement à 10 images secondes au maximum, hein, et qui tombe rapidement à 6 images secondes lorsque tu fais du RAW. L'obturateur électronique qui est limité, hein, à 1/8 millième de seconde. On va avoir quand même à noter un fort crop de 1,5 fois en 4K 60. En photo cette fois-ci, je tiens à le préciser, mais il y a quand même un très gros blackout, hein, sur ce boîtier. Le blackout, c'est quoi? Eh bien ça se produit en photo lorsqu'on fait une rafale et ça va être finalement le décalage que l'on a entre ce que l'on photographie et ce que l'on voit. Sur ce boîtier, le blackout est quand même assez important et ça peut être vraiment problématique lorsque l'on fait de la photo sport. Je pense par exemple à de la photographie animalière, des oiseaux par exemple. Lorsqu'ils s'envolent, on peut avoir du mal à les suivre. Enfin bref, c'est à noter. Le rolling shutter n'a pas changé par rapport à l'A7 III, il est quand même assez important en 4K. Et enfin, bon, on a déjà abordé le sujet, les cartes de CF Express de type A qui coûtent quand même vraiment super cher. Moi, tu l'auras compris, ce boîtier, j'en suis super content. Maintenant, est-ce qu'il faut que tu changes, hein, si tu as déjà un A7 III par exemple? Eh bien, si tu as le budget et que tu vas le rentabiliser, franchement, fonce, hein. Alors, ce n'est pas non plus le meilleur boîtier, révolutionnaire et tout. On le sait, Sony a essayé de brider quand même le boîtier sur certains points de manière à ce que ça ne perturbe pas les ventes de leur boîtier haut de gamme. Il n'y a rien de révolutionnaire, hein, sur ce boîtier, mais en fait c'est plein de petites choses à droite à gauche qui viennent s'ajouter, ce qui fait que le boîtier est vraiment bon. Sur ce, je te mets tous les liens en description. Si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me soutient vraiment. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner pour en voir plus. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et à partager cette vidéo. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui je pense peut être super intéressant à développer. Je sais qu'elle est sur Instagram, tu le sais sûrement, mais je peux pas faire plus en plus sur la photographie animalière, sport et la photographie macro qu'on va voir aujourd'hui. Alors en réalité j'ai fait qu'une seule session photographie macro. Aujourd'hui je vous retrouve ensemble pour ma deuxième